j'ai encore des cours de piano, donc j'ai des collègues pianistes. Puis souvent, quand ils jouent du Mozart, ben, ils vont venir me voir, ils vont poser des questions, ils vont demander hey, telle affaire, je sais pas trop comment jouer ça. Au-delà de qu'est-ce qui se passe dans le ciel, finalement, il y a des questions techniques, puis il y a des choses qui se rattachent à notre univers dans le sens que... Ça a été tellement joué souvent, depuis tellement d'années, que des fois, on a l'impression de toujours entendre la même chose, même si c'est pas la même personne qui joue. C'est les mêmes lois qui régissent comment la galaxie tourne que comment une patineuse artistique tourne. Bonjour, bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation des étudiantes et étudiants aux études supérieures de l'Université Laval. Mon nom est Catherine Ferland et j'aurai le plaisir d'animer les épisodes de cette saison. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anne-Marie et Christian qui viennent nous entretenir de leurs sujets respectifs. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer par quelques petites questions pour question de savoir vraiment qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la recherche. On va commencer avec toi, Anne-Marie. Donc, Oui. peux-tu nous parler un petit peu de ton sujet à toi? Je travaille sur les sonates pour piano de Mozart, principalement sur des façons de renouveler puis de revaloriser un peu ce répertoire-là que plein de préjugés qui l'entourent, tout ça. Les pianistes sont pas nécessairement tentés à aller les jouer. Fait que là, moi, j'essaye de trouver des façons là, de redonner goût aux pianistes là, de jouer du Mozart. Je me suis intéressée à la façon dont Mozart il caractérise ses personnages dans ses opéras. J'ai transposé ça à la sonate pour voir s'il utilisait les mêmes façons de faire ressortir des émotions, des sentiments, s'il utilisait les mêmes moyens. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à Mozart en particulier? Parce qu'on s'entend que des compositeurs classiques qui ont une œuvre immense, il y en a plusieurs. Oui. Mozart ressort, évidemment, mais qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans son œuvre? Premièrement, je suis avantagée par mes petites mains. Fait que ça a toujours été un compositeur que j'ai plus joué parce que c'est quelque chose qui tombait bien dans mes doigts, contrairement à des compositeurs russes, par exemple, que là, ça prend les grandes mains. Après ça, c'est tous les préjugés, toutes les choses que j'entendais dire à propos des sonates pour piano de Mozart, de la part de mes collègues notamment, qui voulaient pas les jouer parce qu'ils trouvaient que ça avait l'air trop simple. Juste à l'entendre comme ça, tu fais « Ah, mais c'est bien trop facile. » Puis bon, ça a l'air trop mécanique, peut-être pas assez musical, si on veut. Bon, il y a plein de préjugés comme ça. Mais en fait, c'est des pièces qui ont l'air faciles, mais qui finalement sont très complexes parce que Mozart mettait tellement de détails. Puis c'est comme si on était là, tout seul. Là. Quand on a une sonate là, de Mozart, il n'y a rien pour nous, pour cacher les défauts. Tout paraît. Et toi, Christian, peux-tu nous parler un peu de ton sujet? Oui, je m'intéresse aux galaxies, en fait. Je m'intéresse à l'évolution des galaxies, comment leurs propriétés changent avec le temps et comment cette évolution-là vient être modifiée par l'environnement dans lequel la galaxie se trouve. Donc, un petit peu l'interaction environnement et intérieur galactique. Il y a tout un jeu de pouvoir entre les deux. Là. Je m'intéresse à la question de comment ça se passe, qu'est-ce qui fait changer ces caractéristiques-là et où s'en vont les galaxies dans le futur. J'étudie les galaxies de manière principalement numérique, donc à l'aide de simulations qu'on fait sur des supercalculateurs. Pourquoi c'est intéressant, ces genres de simulations? C'est parce qu'on a beaucoup d'images à l'aide de super télescopes un peu partout dans le monde qui prennent les images des galaxies. Mais quand on travaille ces images-là, c'est difficile de faire de la suite, donc tracer un petit peu là, les suites évolutives qu'on regarde aux images, parce que chaque image est un instantané de ce que la galaxie a l'air maintenant. Mais je m'intéresse à leur évolution dans le temps et on ne peut pas vraiment suivre une galaxie dans le temps. Donc, les simulations nous permettent de faire ces pas-là, donc de transférer des images statiques à, finalement, une espèce de film de son évolution et comprendre comment l'environnement va jouer un jeu et comment les structures internes de la galaxie vont faire varier là, des paramètres clés comme la formation stellaire ou la quantité de métaux dans la galaxie. Comment tu fais pour essayer d'évoquer cette évolution-là dans le temps? C'est quand même un casse-tête à savoir comment on fait tout ça. La méthode classique
c'est en allant chercher des images au télescope. Mais le problème avec le télescope, c'est que ça nous donne des images instantanées de ce que la galaxie a l'air en ce moment ou il y a quelques millions d'années. Mais c'est problématique quand on veut voir une évolution. La méthode classique, c'est prendre plusieurs images de plusieurs galaxies différentes, essayer de faire un fil avec tout ça. Donc, les simulations me permettent de suivre l'évolution d'une galaxie, évidemment, que je crée avec un superordinateur. On suit son évolution à travers le temps et on essaye de faire correspondre les moments de leur évolution numérique avec des galaxies réelles qu'on observe dans la vraie vie, dans le ciel. Et donc, faire correspondre et comprendre comment différentes galaxies sont en fait à des stades d'évolution différents, même si on voit une seule image. La tête dans les étoiles, j'ai eu ça depuis que je suis tout petit. En fait, depuis que je suis capable de comprendre moindrement le monde autour de moi, je me suis intéressé à ce qui se passe dans le ciel. Et avec le temps, la question des galaxies m'a semblé fondamentale parce que je trouve que c'est vraiment... C'est l'unité centrale, finalement, de l'univers. On parle... les étoiles, c'est un peu comme les... On pourrait dire c'est les cellules de la galaxie, mais les galaxies, c'est le corps vivant. C'est l'unité là, qui se tient ensemble. Et c'est pour ça que je m'intéresse autant à cette question-là. Marie, quand tu as choisi les opéras sur lesquels tu allais travailler pour mettre en valeur le travail des sonates, qu'est-ce qui a guidé tes choix? D'abord, quels sont ces opéras que tu as choisis? Ça a été une partie assez complexe de mon travail, je dirais, là, d'aller sélectionner des opéras puis sélectionner une sonate aussi. J'ai choisi finalement un opéra au moins de chacun des genres qui a été exploré par Mozart. Il y a 3 genres qu'il a écrits, donc je me suis dit je vais aller en chercher un dans chaque. Puis l'autre chose qui m'a influencée, c'est qu'il a travaillé, Mozart, avec un librettiste qui donnait beaucoup d'importance aux personnages. Fait que ça l'a aussi guidé mon choix. Et j'ai choisi Les Noces de Figaro, Don Giovanni, L'Enlèvement au sérail, La Flûte enchantée, puis un qui est peut-être moins connu, plus au début de la carrière de Mozart, qui est Idoméneo. Tu as parlé des 3 genres. C'est quoi ces 3 genres-là? Moi qui ai peu connaisseur dans le milieu, là. Le premier, qui est un des premiers qui est apparu, ça s'appelle l'opéra seria. Ça, c'est un type d'opéra qui va avoir beaucoup de conventions. Donc, d'un compositeur à l'autre, on va toujours retrouver les mêmes étapes dans l'histoire, les mêmes types de personnages. L'histoire va se dérouler de la même façon. On sait toujours à peu près comment que ça va finir. Le compositeur a moins de latitude dans ce qu'il peut faire avec l'opéra seria. Après ça, c'est l'opéra buffa, qui, lui, est un peu plus adressé au public, au peuple, si on veut, qui était l'opéra comique. Là, à ce moment-là, le compositeur peut jouer un peu plus. Oui, il y a des types de personnages qui reviennent dans chacun des opéras, mais l'histoire, là, on peut la modifier un peu. Là, ça va changer beaucoup d'un compositeur à l'autre. Et le dernier type, c'est un genre qui a été développé en Allemagne, c'est le Singspiel, qui veut dire jeu chanté. C'est un petit peu un mélange avec l'opéra buffa, mais dans la langue allemande, essentiellement, avec des personnages qui proviennent du peuple. Il n'y aura pas nécessairement de grands nobles, de rois dans ces histoires-là. J'aimerais te demander, je sais que tu travailles sur les galaxies spirales. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? On s'imagine un peu qu'il y a une notion de forme, mais peux-tu nous en dire plus? Oui, évidemment, je peux vous en parler abondamment. En fait, les galaxies spirales, on classe les galaxies en fonction de leur allure morphologique, donc littéralement de ce dont elles ont l'air. C'est une méthode qui était extrêmement inspirée, en fait, de la botanique et des sciences animales au 18e siècle, là, quand on commençait avec les premiers télescopes à classifier les choses. On se dit, on va s'inspirer des gens en biologie qui classent les choses en fonction de ce dont elles ont l'air. Première image que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, qui est une spirale classique. Donc, c'est une image prise avec Hubble. Et là, vous voyez vraiment ce qu'on appelle spirale, c'est vraiment le patron là, qui va venir tourner sur lui-même avec au centre un bulbe de la galaxie, donc le centre, et les bras spiraux qui sont vraiment les structures que vous voyez là, qui tournent, qui s'en vont vers l'extérieur. Ça, c'est une galaxie qu'on dit spirale.
Ensuite, moi, ma spécialité, c'est pas ce genre de galaxies-là exactement. C'est les spirales barrées, qui est une structure particulière dans les galaxies spirales. Vous avez quand même les mêmes bras spiraux qu'on retrouve. Mais il y a une différence, c'est qu'on retrouve au centre de la galaxie une longue barre. Donc, c'est vraiment, vous le voyez là, physiquement, quand on voit l'image, on comprend ce qu'on veut dire. C'est une structure qui est longue et qui vient changer complètement la dynamique interne de la galaxie. Parce que là, c'est plus tout le monde qui tourne gentiment, finalement, avec la galaxie. On a des effets de marée, on a des effets de choc, on a marée? De marée, oui. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par là, qui se développe dans la barre et ça vient tout à fait dynamiser là, le déplacement du gaz dans la galaxie. Donc, il y a des choses que dans une galaxie spirale, disons, restent à leur position que dans une galaxie barrée, ou spirale barrée, si on veut être exact. En fait, ils viennent se déplacer radialement. Donc, il y a de la matière qui monte et qui descend le long du rayon. On parle vraiment là, de galaxies qui sont des disques. Donc, on ne parle pas d'objets qui sont comme une boule. Là. On prend vraiment un frisbee, par exemple, des choses comme ça. C'est plat sur un disque et ça rend, en fait, les observations assez difficiles. Parce que là, je vous ai montré, évidemment, 2 cas idéalisés dans lesquels on voit la galaxie parfaitement à plat. Mais imaginez si vous voyez la galaxie parfaitement sur le long, donc un peu comme quand on reçoit un frisbee. Déterminer si c'est une galaxie qui est barrée ou qui n'est pas barrée, et c'est extrêmement complexe parce qu'on ne voit plus la structure. Maintenant, j'aurais envie de vous poser des questions un petit peu plus sur la façon dont vous menez vos travaux comme chercheur. Quand tu écoutes une sonate ou quand tu as tes notes par rapport à l'opéra, comment tu mets tout ça en lien? Comment tu travailles? Ma sonate se découpe en 3 sections qu'on voit ici sur le tableau, après ça, avec tous les numéros de mesure. J'ai fait ressortir les caractéristiques musicales qui ressortent de chaque passage que j'ai sélectionné. Après ça, j'ai fait le lien avec le personnage en question, le sentiment qui est mis en valeur tant dans la sonate que par le personnage. Puis après ça, mais là, c'est l'étape plus l'étape narratologique, qui sont les figures dynamiques de la mise en intrigue. Il y en a 2. La première, c'est le suspense. Ça, c'est un élément. À première écoute, il va rester comme incomplet. C'est comme si c'était pas fini, mais plus tard, là, il est complété par d'autres choses. Et l'autre, qui est la curiosité, ça, c'est un élément qui va rester incomplet dans le récit tout le long. On va rester sans réponse. C'est un jeu de questions-réponses, mais pas de réponse. Et quand tu parles de sentiments, moi, ça attire mon attention. Il y a des choses qui sont évidentes quand on écoute un opéra, quand on écoute une pièce musicale, même une sonate, on comprend, mais est-ce que c'est documenté ou c'est vraiment intuitivement, tu dis, ça doit correspondre à la colère ou à l'inquiétude ou à la joie? Il y a plusieurs éléments qui sont déjà documentés, en fait, qui étaient des pratiques courantes à l'époque, que tous les compositeurs utilisaient. Donc, quand on entendait telle chose, on savait que c'était de la colère. Si on entend des rythmes pointés comme pam, papam, là, ça va être plus comme de la vitalité, un peu du combat. C'est un peu comme si les compositeurs avaient une banque d'émoticônes, puis ils allaient les placer dans leur pratique compositionnelle. Mais il y a certaines choses que là, je suis allée voir peut-être plus en fonction du texte. Donc, qu'est-ce que le personnage dit à ce moment-là? Pas juste qu'est-ce que la musique me dit, mais ce que le texte dit. En général, j'organise sur 2 plans. Donc, ça fait que j'ai 2 parties à mon travail. La première, c'est effectuer ces simulations-là et analyser les résultats. Donc ça veut dire lire une quantité, ma foi, assez grande d'articles pour retrouver les caractéristiques physiques des galaxies que je veux simuler, choisir quel genre d'approche je veux prendre pour voir quelle galaxie je vais simuler avec le code que j'ai en ce moment. Donc, disons que ça serait la première moitié de mon travail. C'est créer des galaxies et les faire rouler. La deuxième partie, et c'est le côté un peu original de mon travail, c'est qu'il y a des caractéristiques physiques qui ne sont pas encore dans le code qu'on utilise. Donc, je pense principalement à l'interaction avec l'environnement, qui est encore au stade embryonnaire et qui a peu de gens qui s'intéressent. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais qui le font de la manière que je veux le faire. Donc, la deuxième partie de mon travail, c'est continuer à travailler sur l'élaboration, finalement, du programme qui permet de prendre en compte cette interaction-là avec la galaxie. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup de temps de calcul, de pensée, de codification. Donc, on parle vraiment de code, là, écrire le code, voir, OK, comment on va faire ça. Beaucoup de ce qu'on appelle aussi le débogage. Donc, évidemment, dès qu'on parle d'informatique, il y a un bug, ça ne fait pas exactement ce qu'on pensait que ça allait
les faire. Forcément. Forcément. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé aussi justement à recréer comment je vais faire pour prendre en compte cette interaction-là. D'abord, d'un point de vue tout simplement, disons-le, conceptuel. Donc, quels sont les gros blocs, mais aussi concrètement, là, quel processeur doit communiquer avec quel processeur pour envoyer la bonne information au bon endroit. Est-ce que vous voyez comme un peu les missionnaires de votre sujet pour l'expliquer, le faire connaître puis l'aimer? Ah ben, moi, c'est, disons, une des principales raisons pour lesquelles je fais un doctorat en astronomie, c'est parce que c'est une belle plateforme pour communiquer la passion envers l'astronomie. Donc, ça passe à travers beaucoup des clubs d'astronomie. Donc, je vais faire des présentations, des conférences, mais aussi avec mes amis. Dès qu'on sort l'été dans un chalet, mes amis savent qu'ils n'auront pas le choix de s'installer, regarder le ciel pendant au moins une demi-heure avec moi, puis qu'on commente, on raconte des choses sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle plateforme pour s'ouvrir à un univers plus grand que nous, le ciel, finalement. La recherche, c'est important, mais c'est un tremplin pour aller se poser des questions plus grandes sur qui on est, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Oui, parce qu'il y a une part existentielle aussi, hein, quand on se met à observer l'univers. Probablement que l'être humain a pris conscience de sa pensée en regardant le ciel. Hein, je suis convaincu, oui. Oui. Toi, Anne-Marie, comment tu transmets ta passion pour l'univers musicologique? En étant en recherche-création, j'ai quand même une place privilégiée parce que je suis tant avec des chercheurs que j'ai aussi ma place au sein des interprètes, des créateurs. J'ai encore des cours de piano, donc j'ai des collègues pianistes. Puis souvent, quand ils jouent du Mozart, ils vont venir me voir, ils vont poser des questions, ils vont demander hey, « telle affaire, je sais pas trop comment jouer ça. » Bien là, je vais regarder ça avec eux, puis je vais leur donner des idées un peu en fonction de ce que j'ai cherché. Mais j'ai aussi participé là, à quelques colloques là, où j'ai présenté mon projet de recherche. Mais ça donne souvent lieu là, à des belles conversations avec mes collègues, tant en recherche qu'en création. Quand on travaille comme ça intensément sur un compositeur, est-ce qu'on continue d'éprouver le plaisir de jouer son œuvre? Oui. Oui. Encore plus même parce que... T'es pas tanné, là. Du tout, non. Puis je comprends encore plus qu'est-ce que je joue. Puis c'est devenu encore plus facile pour moi d'aborder là, une sonate de Mozart. Ouais. Je vais vous faire entendre une petite section du début. Puis ça, en fait, là, c'est les résultats de tout mon processus de recherche puis de création. Ici, on voit qu'il y a ce motif-là qui apparaît. Puis si je regarde après ça, dans les opéras, ben j'ai aussi la même affaire qui apparaît ici. C'est sur d'autres notes, mais c'est exactement le même motif. Puis ça apparaît dans l'opéra Idoméneo. Puis dans les deux cas, ben on va parler de quelque chose du choc, de la colère, quelque chose d'intense, de sombre. Puis on va l'appeler le thème de la fusée. C'est comme ça. C'est aussi un motif qui est assez courant là, à l'époque, puis qui s'appelle le thème de la fusée, mais qui va vraiment servir à représenter là, quelque chose d'assez... donc le choc, la colère. Mais on voit que pour ce qui est de ce passage-là, mais je jouais beaucoup plus fort, quelque chose de plus incisif. Après ça, mais il y a un contraste que j'ai fait ici avec un passage qui était plus lié à l'imploration, donc quelqu'un qui va supplier. Donc, dans ces opéras, Mozart va utiliser des mêmes procédés là, pour montrer la supplication. Finalement, ma recherche m'a beaucoup menée à donner un sens aux contrastes qui sont là, puis à vraiment les rendre plus précis. Et toi, Christian, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce qu'on est seul dans l'univers? C'est une excellente question, puis c'est une question extrêmement grande. Je suis pas prêt à y répondre encore. En ce sens qu'on n'a pas de preuve ni du oui, ni du non. Donc, c'est un peu une position agnostique vis-à-vis de cette question-là. Les objets, les quantités avec lesquelles je travaille, comme concrètement, qu'on fait passer d'une main à l'autre, comme si de rien, en fait, elles sont astronomiques en ce sens qu'elles sont incommensurables. Donc, on simule la galaxie, elle tourne, mais ça tourne à des centaines, des milliers de kilomètres par seconde. C'est des masses impensables. Et des fois, ça en est presque épeurant, en fait, à quel point on en vient détaché de ce côté incroyable. Donc, des
galaxies, il y en a des milliards, des milliards. Chaque galaxie a des milliards et des milliards d'étoiles. Chaque étoile a probablement plusieurs planètes. Donc, quand on prend le temps de réfléchir à finalement la distance qui nous sépare de mon sujet de recherche, moi, ça me donne tout le temps un petit peu un petit vertige que je pense qui est important parce que concrètement, au jour le jour, quand on est en train de changer des chiffres, on fait je vais mettre, par exemple, 10 milliards de masse solaire au lieu de 15 milliards. Tu sais, c'est comme un petit changement, on y va. C'est un chiffre. C'est un chiffre, finalement. On change un petit truc, mais des fois, on perd conscience. Puis je trouve que c'est important de revenir à cette conscience-là de l'univers, il est vraiment grand et les choses qu'on étudie nous dépassent largement, mais pourtant, et c'est là qu'il y a des gens qui disent que c'est très défaitiste voir cette grandeur-là. Je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a quelque chose d'incroyable à voir que nous, humains, pouvons considérer, puis travailler, puis concevoir à une certaine échelle. On a de la difficulté à le faire complètement, mais on peut comprendre cet univers-là qui est tellement plus vaste que nous. Donc, il y en a qui disent on n'est qu'une poussière, mais jusqu'à maintenant, on est la seule poussière qui est capable de réfléchir sur la nature de l'univers. On aime ce sentiment de « Hey, cet univers est tellement vaste, je suis tellement content. » On se sent un peu comme des dieux qui créent des univers. Là. On crée un nouveau monde sur notre calculateur et on envoie ça. On le laisse aller à un certain point. Là, on le laisse grandir. Quand on parle en termes de milliards d'années pour les étoiles, bon, notre humanité, c'est quelques milliers d'années seulement. Puis on peut penser à un compositeur comme Mozart qui a établi sa marque à son époque, mais qu'on continue encore d'entendre et de jouer avec plaisir. Toi, comment tu penses que les œuvres de Mozart vont continuer dans le temps? Est-ce que tu sens qu'il a réussi à peut-être un peu s'inscrire dans une forme d'immortalité? Je pense que oui. Parce que, bon, premièrement, Mozart il est mort en 1791, puis presque tout le monde peut dire son nom encore aujourd'hui, puis sa musique est régulièrement jouée dans les salles de concert, par les maisons d'opéra aussi. Mozart, son objectif principal, c'était de faire une musique qu'on dit universelle, donc qui pouvait être comprise par tout le monde, dans tous les contextes, qui pouvait être appréciée de tous. C'est sûr qu'il va y avoir certains détracteurs qui trouvent ça trop universel, trop facile, mais en même temps, je pense que c'est une garantie de longue durée. Un gros merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Anne-Marie, Christian, ça a été vraiment un plaisir de vous entendre. C'était fascinant. Et vous qui nous regardez, merci d'avoir été là. Donc, je vous rappelle que vous regardiez Cogito, l'émission des étudiants et étudiantes aux études supérieures de l'Université Laval. On remercie tous nos partenaires qui rendent possible cette belle aventure. Cette année, nous avons 8 épisodes. On vous invite à visionner les prochains. D'ailleurs, les épisodes antérieurs sont également disponibles sur YouTube. Vous pouvez facilement nous trouver. Merci beaucoup et à la prochaine.